Rebonjour à toutes et à tous. Dernière table ronde de la journée avec un titre qui est Plateforme et médias, les liaisons dangereuses. On a parlé à peu près de toutes les industries, la presse, la radio, la télé, le cinéma, les séries, on a tout évoqué. On a aussi parlé de la place des plateformes ce matin à Radio France et cet après-midi ici. Bon, alors tout est dans le titre, hein, les liaisons dangereuses. C'est vrai que le monde a un petit peu changé. On était dans un monde dans lequel les plateformes et les médias étaient à un moment juste peut-être dans un mode de confrontation, et aujourd'hui ils sont peut-être devenus à la fois partenaires et concurrents. Pour en parler et voir plus spécifiquement comment est-ce que les groupes d'audiovisuels ont appris à travailler avec et aussi face aux plateformes, Rodolphe Belmer qui dirige le groupe TF1, juste à côté de lui Pierre Louette qui dirige à la fois le groupe Les Échos, Le Parisien, Radio Classique, mais qui représente aussi l'ensemble de la presse d'information. C'est quoi le nom exact d'information? L'APIC, qui est l'information générale. Et juste à côté, Sébastien Missoff, qui est depuis quelques années maintenant à la tête de Google en France. Peut-être Pierre, juste avant que j'interviewe nos différents invités, un mot sur pourquoi, quand on a conçu cette journée de débat, tu pensais que c'était important d'avoir ce thème sur l'évolution des relations entre les plateformes et les médias. Et puis après, on rentrera beaucoup plus dans le détail des différents sujets qui peuvent être au cœur de la problématique. Écoute, merci beaucoup. D'abord, merci beaucoup à toutes et à tous d'être venus et restés aussi nombreux. On bat un record de fréquentation pour Médias en scène, donc on est très contents. C'est la 7e édition et chaque année, un peu plus de monde et un rendez-vous qui me semble devenu vraiment incontournable des médias tout au long de la scène. Et c'est important de partager autour des enjeux qui sont les nôtres. Alors, c'est la 7e édition, c'est la 7e fois forcément qu'on va parler des relations avec Google, avec Meta, qui fut jadis Facebook. Si on a envie d'en parler et d'en reparler, et le titre d'ailleurs l'illustre aussi, Les liaisons dangereuses, c'est un roman épistolaire, et je crois qu'il y a 130, 140 lettres, enfin bon, il y a beaucoup d'échanges. Et nous, on a maintenant un peu de recul historique, on a construit une relation avec les grandes plateformes, avec les grands opérateurs. On est passé par, comme diraient Neil Young et Stephen Stills pour les plus anciens d'entre nous, we had our ups and downs. Donc il y a eu des moments plus ou moins heureux, des moments de confrontation, des moments de rapprochement. Et on a au fond maintenant appris à vivre ensemble. C'est-à-dire que moi j'ai assisté vraiment à l'irruption dans le monde des médias de nouveaux acteurs. Et d'ailleurs, il faut toujours le rappeler, Google était au départ l'un d'entre eux. Il y avait d'autres moteurs de recherche. Et Google, ça fait partie de ce qu'on appelle la concurrence par les mérites, a triomphé, est devenu le plus solide et de loin. Et nous, on était dans un monde dans lequel on ne connaissait pas la fonction search, il n'y avait pas de réseaux sociaux, et les médias existaient. TF1 était déjà très costaud, les journaux, certains avaient déjà une centaine d'années. Enfin bon, on a appris à vivre ensemble, et c'est là où s'enrichit la relation. Il y a toujours des motifs de ne pas être entièrement d'accord. Il y a de plus en plus de motifs d'être d'accord. D'ailleurs, on annoncera tous les deux un accord important aujourd'hui même ici à Médias en scène. Et les équipes ont beaucoup travaillé pour que ce soit possible de l'annoncer sur cette scène à cette heure-ci. Et puis, il y a aussi cette relation, et j'en arrêterai là pour l'introduction, qui est dans sa complexité même. C'est pas du commensalisme comme dans le règne animal où les uns vivent sur le dos des autres, c'est pas ça. C'est effectivement un partage de revenus qui a été quand même plutôt en défaveur de la presse depuis une dizaine d'années, on le sait bien, parce que la presse a perdu 50% de ses revenus publicitaires en 10 ans, donc c'est quand même pas tout à fait rien. Google n'en est pas évidemment le seul responsable. Et puis c'est aussi la construction d'une relation dans laquelle on peut faire des choses ensemble. Et Google a été, il faut le souligner, au premier plan des acteurs, on va dire, relativement nouveaux, qui appliquent le droit voisin, tel que avec Philippe Carly, par exemple, avec Sophie Gourmelin qui est là aussi, au nom de la PIG, on a pu les négocier depuis des années. Donc Google s'est au fond inséré et a appris à jouer avec les acteurs locaux dans le respect de la loi. Voilà, c'est important de le dire. Il y a une conversation séparée qui a l'air tout à fait captivante là, mais c'est important de le dire. Il y a eu bien des rapprochements entre les uns et les autres. Je crois qu'il reste suffisamment de place. Ok. Bon. Rodolphe, on parle de l'évolution des relations entre les plateformes et les médias. Si on devait faire un business case, en quelque sorte, entre comment est-ce que finalement un groupe de télévision comme TF1 a appris à travailler avec les plateformes, et en quoi, d'une manière plus générale, en fait,
le numérique a bouleversé la donne pour un groupe comme TF1 ? Le numérique, il est en train de bouleverser de façon assez profonde l'ensemble de l'écosystème audiovisuel, partant en fait d'un élément qui est assez évident et que tout un chacun constate chez soi, c'est l'avènement des téléviseurs connectés. Aujourd'hui, il y a 75% des Français qui ont des téléviseurs connectés, et ça permet des nouveaux usages digitaux sur les écrans de télévision, et c'est ça qui est le sous-jacent technologique qui est en train de rebattre, de restructurer ou de transformer le secteur audiovisuel. Avec un premier comportement qui est en train de se développer de façon massive, c'est l'usage d'audiovisuel, la consommation audiovisuelle à la demande. Et ça m'amène donc porté par le lancement de Netflix, pour commencer, puis Disney+, puis Amazon Prime, qui sont arrivés, qui ont fait un peu irruption dans notre secteur d'activité, les uns après les autres, commençant par Netflix, et Netflix arrivant aux États-Unis en 2012, sous la forme qu'il a actuellement, et puis en France en 2014. Ce qu'on peut voir avec 10 ans de recul, c'est que les plateformes de SVOD type Netflix, le système français, malgré toutes les craintes qu'on pouvait avoir les uns et les autres initialement, a réussi à les intégrer de façon très vertueuse à l'écosystème de production, ce qu'on appelle rapidement, mais c'est un slogan qu'on aime bien, l'exception culturelle. Donc on a intégré les plateformes dans la chronologie des médias, ils ont leur emplacement pour exploiter les films de cinéma, ils portent des obligations de financement et de préfinancement des œuvres, qui sont du même ordre de grandeur, même si elles s'expriment de façon un peu différente que les obligations qui se portent par les acteurs historiques, comme nous. Et puis enfin, ils contribuent à la vitalité de l'écosystème. Donc, d'une situation qui était vue par certains comme un peu inquiétante à l'origine, en fait, on a réussi à intégrer ces acteurs de façon tout à fait pacifique et même positive à l'écosystème, si bien même qu'aujourd'hui, les principaux partenaires de cofinancement des œuvres de TF1, c'est plus Canal, c'est Netflix ou c'est Disney+. Par exemple, le prochain feuilleton de TF1 qu'on lance d'ici quelques mois, qui s'appelle Tout pour la lumière, c'est une première mondiale, ce sera cofinancé par Netflix et par nous. Donc aujourd'hui, les liaisons qui étaient peut-être dangereuses, je dirais, jusqu'à un certain moment, elles sont devenues très positives. Ensuite, je vais m'arrêter là, mais il y a un autre chapitre à cette discussion, autre chapitre qu'il faut probablement ouvrir maintenant, c'est pour d'autres catégories de plateformes. Parce qu'il y a les plateformes de SVOD, dont on a vu qu'on avait réussi à les intégrer à l'écosystème français, ou qui s'étaient intégrés à l'écosystème français. Et il y a maintenant le sujet des hébergeurs, autour desquels il faut avoir le même genre de réflexion. Pierre, et après je passerai la parole à Sébastien, est-ce que on fait un peu le même constat ? C'est-à-dire qu'il y a quelques années, on avait finalement très très peur que le numérique nous déstabilise totalement, et finalement on a un peu réussi à en apprendre les codes et à faire aussi pour nous et avec les autres du numérique un relais de croissance et à travailler plus en partenariat avec les plateformes ? Écoute, il faut être quand même clair, l'irruption des nouveaux acteurs a quand même profondément transformé la façon dont on travaille en général. Bon, ça, c'est pas, au fond, c'est grave et c'est pas grave. Ça a changé, on a appris des choses, on a appris des nouveaux codes, comme tu dis. Il y a une ou deux vérités qu'il faut rappeler. On a été largement désintermédiés. C'est-à-dire que jadis, l'intermédiaire entre un journal et son lecteur, c'était le kiosque. Et maintenant, il y a un kiosquier toujours, malheureusement, il y a de moins en moins des kiosques, et moins en moins de ventes en kiosque. Et puis, il y a une source massive d'origine du trafic vers nos publications en ligne, qui est Google. Je regardais à nouveau les chiffres pour un quotidien comme Le Parisien aujourd'hui en France. Sur le site, on a environ 60% du trafic qui vient, en tout cas pour la partie qu'on ne gère pas nous-mêmes par application vente directe, qui vient de Google. Donc Google est un énorme apporteur de trafic. Et de temps en temps, et ça on peut le dire entre nous, on se retrouve dans cette situation qui est une forme de dépendance
peut-être techniques ou liées au trafic, c'est qu'on nous dit à tel moment les algorithmes ont changé et tout d'un coup le trafic évolue. C'est vrai de Google, c'est vrai aussi parfois de Meta qui renvoie beaucoup de trafic. Et ce n'est pas une décision de l'éditeur, ce n'est pas une décision dont il a pleinement connaissance, et ça a une influence très importante sur sa vie, parce que tout d'un coup, on peut avoir, et c'était le cas encore récemment, des augmentations de 67% de trafic, ou des baisses à d'autres moments. Une augmentation, bon, on s'en plaint moins, hein, mais une baisse liée à un réglage différent de l'algorithme. Voilà, en tout cas, au fond, on le subit. Mais donc cette désintermédiation, elle est réelle, mais on a appris, on a des directions numériques, on est devenu des publications de plus en plus numériques, on a appris beaucoup, et il y a eu des programmes aussi dans lesquels Google a pu partager typiquement des savoirs et des savoir-faire, programmes de formation. Voilà, donc on apprend à vivre dans ces codes-là. Je ne dirais pas que c'est facile, hein, parce que nous, on vit cette transformation de façon très violente. Je l'ai souvent mentionné ici même, mais on a perdu donc la moitié de nos revenus publicitaires en 10 ans. Il n'y a pas beaucoup d'industries qui perdent 50% de leurs revenus publicitaires en 10 ans. La télévision, heureusement pour elle, a été assez stable, légèrement en hausse. La radio, légèrement en baisse. Et sont apparus des nouveaux acteurs. Donc ça, ce sont les fondamentaux de notre métier. Donc oui, ce sont des liaisons dans lesquelles on a laissé quelques plumes, mais aussi on a appris, parce que c'est ça, vivre en société, on a appris des choses nouvelles. Sébastien, sur la manière dont, vu de Google, on regarde les médias. Au début, Google, c'est un moteur de recherche. Finalement, il y avait peu de relations en tant que tel avec cet univers des acteurs des médias. Comment est-ce que cette relation a évolué? Moi, j'ai le sentiment, vu de l'extérieur, qu'elle est aujourd'hui, même si ça ne veut pas dire que tout est parfait, beaucoup moins conflictuelle qu'elle l'a été à un moment. Ça ne veut pas dire que tout va bien, mais quand même, on a appris, en tout cas, à dialoguer. Oui. Enfin, Pierre l'a rappelé, on est dans des relations de partenariat sur le long terme et qu'on le fait. On va en reparler même dans le cadre des droits voisins. Je pense que sur ce que Pierre a dit et sur un certain nombre de éléments, il y a 2-3 points qui sont vraiment importants. Le premier point, c'est que ce n'est pas des liaisons dangereuses. Je pense que la partie qui serait la plus dangereuse, c'est qu'on n'ait pas de liaison et qu'on ne travaille pas ensemble, parce que ce n'est pas Google qui fait cette disruption, c'est les usages qui évoluent. Aujourd'hui, quand on regarde l'information, il y a 20 ans, on lisait Le Parisien en papier uniquement. Aujourd'hui, on voit dans le métro le matin, on le lit sur son téléphone portable, on regarde sur une vidéo. Les usages évoluent, les formats évoluent. Et donc tout l'enjeu, si on veut continuer à rendre la mission de Google, de rendre l'information accessible et utile à tous nos utilisateurs, si on veut continuer à faire en sorte d'apporter ce trafic qui est si important pour les sites de presse, il faut continuer à évoluer et il faut s'adapter aux usages, qui est le premier point et qui est le point important. Le deuxième point, c'est que j'aime pas le mot de plateforme, il y a des réalités très différentes, il y a des réseaux sociaux d'un côté qui poussent du contenu avec évidemment les questions en fonction d'un algorithme qui pousse ou qui ne pousse pas tel ou contenu, on peut avoir ces variabilités. Et il y a dans le cas de Google un moteur de recherche. Ce qui est le plus extraordinaire encore aujourd'hui sur Google, c'est la capacité en 1/10 de seconde d'arriver à identifier si c'est une requête générale ou si c'est une requête d'information. À partir du moment où on en identifie que c'est une requête d'information, on n'apporte pas un seul résultat, on apporte un carrousel sur lequel il y a des titres de presse qui sont des titres de référence, qui sont des titres de divers bords politiques, des titres nationaux, des titres régionaux, sur lesquels les titres tournent, et on apporte cette diversité de points de vue. Évidemment, ce trafic est important puisqu'on apporte 24 milliards de visiteurs chaque mois sur les titres de presse. Donc, en effet, bien différencié sur le sujet des plateformes, un moteur de recherche sur lequel on va aller poser une question, sur le discours du Premier ministre aujourd'hui, sur le président de la République, sur une situation dans le monde, et sur lequel notre rôle est pas d'apporter une information, mais d'apporter ce kiosque dont parle Pierre, sur lequel il joue un rôle important. Et ce que vous voyez dans ce kiosque, c'est que ce sont des titres de presse, c'est-à-dire qu'on identifie bien des titres d'autorité sur lesquels on va aller trouver ces types d'informations, qui est le deuxième élément, mais vraiment rappeler ce qui est différent d'un moteur de recherche et dans le contexte actuel, sur le rôle des réseaux sociaux, sur un certain nombre de questions, vraiment rappeler ce rôle fondamental que joue Google. Et puis ensuite, sur la partie de partenariat, c'est apprendre à travailler ensemble, c'est apprendre à s'écouter sur ces sujets, sur lesquels on continue à jouer un rôle très important sur
apporter du trafic, sur le rôle de l'information, qui est un sujet important. C'est nous engager sur le sujet des abonnements, qui est aujourd'hui sur la simplification sur un certain nombre de cycles pour continuer à apporter des abonnements. Et puis, dans le cadre des droits voisins, de la directive européenne, depuis 2019, on est en effet les premiers à payer les droits voisins, qui est un droit et qui est tout à fait normal, et de le faire de façon transparente et consistante pour tous les acteurs qui viennent vers nous. Comment c'est expliqué cette évolution de la relation entre quelque chose qui était plus conflictuel à quelque chose aujourd'hui je qualifierais de plus constructif? Est-ce que Google a fait sa révolution culturelle en quelque sorte? Est-ce que c'est contraint et forcé? Est-ce que c'est du pragmatisme à l'américaine? Comment est-ce que ça s'est fait progressivement? Ouais. Alors, je ne crois pas que ce soit... je ne parlerai pas du mot conflit. On est les premiers. Quand on prend l'exemple du droit voisin, il y a eu une directive européenne. La France a transposé en quelques jours, en juillet 2019, et il a fallu en quelques jours arriver à trouver un accord et trouver qu'est-ce que c'est qu'un titre de presse. Il faut trouver cette définition. Est-ce que c'est uniquement des titres d'information de presse générale? Est-ce que c'est d'autres définitions? Quelle est la valeur? Qu'est-ce que représente? Qu'est-ce que c'est qu'un court extrait? Donc on a été les premiers. Ça prend un peu de temps à répondre à ces questions. Je pense qu'il y a des questions qui méritent encore d'être clarifiées. En particulier la définition d'un titre de presse, qui fait qu'aujourd'hui, sur les 15 premières rémunérations dans le cadre des droits voisins, la moitié des titres de presse sont des titres de jeux vidéo, des titres de cuisine ou des titres qui n'ont rien à voir avec la presse d'information générale. Et je pense qu'il y a encore un besoin de clarification sur ces sujets. Mais donc la raison pour laquelle on peut avoir l'impression qu'on a tâtonné, c'est qu'en effet, c'était entièrement nouveau. On était le premier pays, on était les premiers à travailler ensemble, et ça a pris quelques mois pour arriver à avancer sur ces accords qu'on a aujourd'hui. Pierre, tu voulais dire quelque chose? Je repasserai ensuite la parole à Rodolphe sur ce point-là. Non, vraiment dans la ligne de ce que disait Sébastien, là, il a fallu faire de la taxonomie, ce qui n'est pas facile dans le monde de la presse et des médias, et presque de l'ontologie, c'est-à-dire de dire qu'est-ce que par essence est un titre d'information générale, à quoi correspond-il? Alors nous, on a des syndicats qui regroupent ces titres-là, il y a aussi des commissions administratives qui donnent des aides au titre de cette ontologie-là, mais il y a aussi d'autres titres qui disent mais pourquoi moi je ne bénéficierais pas alors même que bon. Donc c'est vrai qu'objectivement, il a fallu sérieusement ranger la chambre, comme diraient certains, ou le jardin, je sais pas, et mettre ça au clair. Après, on peut reconnaître quand même que c'était pas facile, j'imagine, pour un acteur qui était déjà très puissant à ce moment-là, de se dire tiens, une nouvelle catégorie de droits, il va falloir payer encore quelque chose de nouveau. C'est pas forcément, c'est jamais de gaieté de cœur pour personne qu'on l'envisage. Et effectivement, on est passé par des moments de tension. Il y a des procès, il y a eu des procès, il y aura encore des. Probablement, on peut d'ailleurs être en bonne relation, mais par ailleurs aller chercher de l'indemnitaire dans le suivi de tel ou tel procès. Enfin, ça existe, quoi, ça fait partie des. Mais même ça, pour moi, c'est devenu. On a quitté la sphère des anathèmes. On n'est plus dans une espèce de combat religieux. On essaie, pour les uns, de vivre de mieux en mieux avec des très grands acteurs dans le cadre de ce que j'appelle moi les batailles du partage de la valeur. C'est une sorte de suite de batailles. La prochaine bataille du partage de la valeur, c'est évidemment celle autour de la valorisation de nos contenus dans le cadre des utilisations qui en sont faites pour l'IA. Et là, c'est tout un nouveau chapitre qui doit s'ouvrir, dans lequel on va à nouveau se questionner sur qu'est-ce qui peut être protégé, qu'est-ce qui a été utilisé, qu'est-ce qui est au fond recraché une fois digéré par une IA. On sait très bien que beaucoup de nos contenus ont été crawlés, capturés, captés pendant des années par un certain nombre d'acteurs. Après, on a mis des balises pour dire, attendez, on se rend compte de ce qui est capté, on n'est pas entièrement d'accord et il faudra un moment rémunérer. On verra comment c'est fait, on verra quelles utilisations en sont faites. Mais je pense que maintenant, pour beaucoup des grands acteurs, et je pense Google en particulier au premier rang, la reconnaissance qu'il y a une valeur quand même à rémunérer est là. Ce n'était pas toujours le cas au début. Moi, j'ai eu des entretiens il y a des années dans lesquels on me disait mais après tout, ce que vous faites, ça n'a pas de valeur facile à protéger, et puis c'est disponible ailleurs, et puis voilà. Donc non, la propriété intellectuelle, la capacité à produire des choses différenciées et à les faire protéger, tout ça, ça commence à être admis. Rodolphe, sur le partage de la valeur et sur la capacité à profiter du numérique pour créer de la valeur, aujourd'hui, c'est vrai pour une télévision qui est née dans le hertzien aussi? Aujourd'hui, les zones d'interaction entre, si on veut parler de Google, parce que Sébastien est là, les zones d'interaction entre le groupe TF1 et Google, elles sont multiples.
une des principales interactions, c'est qu'on est un partenaire de Google dans la distribution, si j'ose dire, ils font employer ce mot-là, de notre application TF1+, donc qui est notre application de streaming gratuite qu'on a développée et qu'on a lancée, ça fait tout juste 1 an, et qui a besoin, donc c'est un player, un peu comme YouTube est un player ou Netflix est un player, c'est un player qui a besoin d'être intégré sur les écrans connectés des Français, donc qui a besoin d'être intégré sur les operating systems de ces écrans connectés. Une partie de ces operating systems, ce sont de facto les box des FAI, mais une autre partie, très importante, pour les foyers français qui ont des téléviseurs Smart TV directement connectés sur l'Internet, il faut qu'on travaille avec les operating systems des téléviseurs, c'est-à-dire Samsung, LG, mais aussi, et c'est peut-être un peu moins connu, l'operating system de Google, qui équipe à peu près la qui va d'Android pour TV, quoi, en fait. Oui, c'est Android TV. En fait, ça s'appelle Android TV, c'est en train de changer de nom, et ça s'appelle Google TV. Enfin, je ne veux pas parler pour Sébastien. Donc, ce sont les operating systems qui équipent les téléviseurs de la moitié des Smart TV vendus en France, à peu près, un peu plus que la moitié, selon nous. Et, comme Android équipe plus de la moitié des smartphones en France. C'est la même. Et donc, il faut travailler avec Google là-dessus. Et donc, on travaille très bien sur l'idée de, grosso modo, une forme de partage de revenus. On est intégré et en échange, on retourne sous différents flux des revenus à Google. Et aujourd'hui, les partages de revenus, ils se font de façon, on est très attentif à ce sujet-là, hein, comme Pierre le disait, sûrement Sébastien aussi de son côté, mais de manière à ce que ce soit équilibré pour nous. On a des relations avec eux dans des dimensions technologiques sur lesquelles je ne m'étends pas, mais Google, c'est un des plus gros opérateurs de cloud au monde, et nous, on se sert un peu de leurs infrastructures pour certains usages, et puis de leur suite technologique pour commercialiser de la publicité digitale. C'est un gros fournisseur de suites technologiques très efficaces, notamment DV360, enfin d'autres, je ne sais pas si tu en parleras, d'autres produits dans ce domaine-là. C'est un acteur qui couvre toute la chaîne de valeur technologique de l'écran jusqu'à YouTube, en fait, qui est leur player. Et puis enfin, pour simplifier un peu, Google, c'est aussi pour nous un grand concurrent avec YouTube. C'est le concurrent de TF1+, en ce qu'il permet aux utilisateurs français de consommer à la demande des programmes principalement des UGC, mais enfin bon, des programmes gratuits distribués. UGC, ça veut dire User Generated Content, donc des programmes de créateurs plus ou moins professionnels, disons, qu'on différencie des programmes avec des production values très, très élevés. Et donc là, c'est un concurrent direct pour nous sur le marché publicitaire, dans la fourniture d'inventaires publicitaires dataisés pour les annonceurs et du point de vue des consommateurs, pour la fourniture d'une destination de divertissement gratuit. Nous, on fournit avec TF1+, un divertissement qu'on estime comme étant, on le qualifie comme ça, premium. Et bon, YouTube, on les qualifie comme non premium. Ça, on a un petit débat sur ce sujet. Donc, c'est un très grand concurrent pour nous. Et sur ce sujet-là, c'est un concurrent très efficace parce qu'ils ont un player qui est très connu, qui est déployé sur quasiment tous les smartphones en France et aussi sur 90% des téléviseurs connectés en France, donc qui a un reach assez élevé, donc une pénétration de la population française pour parler français, et avec un nombre d'heures vues par Français assez important. Donc c'est un concurrent qui est tonique, et donc nous on essaye d'installer TF1+ comme concurrent à cet acteur-là. De ce point de vue-là, nous on n'a pas comme habitude ni comme pratique, puis ce serait pas bien de faire ça, de critiquer le concurrent. C'est un concurrent tonique, et bon c'est bien pour nous, il faut qu'on élève notre niveau de jeu. La principale critique qu'on a apportée, c'est vis-à-vis de l'État français, qui ne prend pas en compte cette nouvelle concurrence qu'on a à gérer nous, et qui maintient un écheveau de réglementation sur les acteurs de l'audiovisuel, y compris sur leurs développements digitaux, qui datent du XXe siècle, alors que nos concurrents américains ne pâtissent pas de ça, puisqu'ils ont bénéficient de statuts cadre réglementaire différent qui les exonère de ça. Et donc, de facto, on se retrouve dans un jeu de concurrence qui est très déséquilibré. Et donc, nous, on se tourne vers l'État français en disant, ça suffit, vous devez maintenant prendre en compte le fait que le digital est rentré dans la vie des Français, que tous les grands acteurs économiques français doivent embrasser le digital, à commencer par les médias, mais qu'on ne pourra pas le faire, enfin on le fait avec nos moyens évidemment, mais on ne peut pas le faire avec des boulets aux pieds en permanence. Donc il faut nous enlever les boulets qu'on a aux pieds.
Pierre, sur les plateformes, Sébastien disait, en fait, nous, on est un moteur de recherche, toutes les plateformes ne se valent pas, ou tous les acteurs du numérique, on les appelle souvent les GAFA. Est-ce que quand on est du point de vue de la presse, est-ce que c'est vrai? Est-ce que on ne peut pas tous les regarder pareil, ou est-ce que c'est tous des méchants Californiens quand même? Non, je dirais pas. Je vais quitter cette table. Nous sommes plutôt dans un mouvement philhellénique. On aime bien ceux qui sont un peu grecs. Non, alors justement, moi, je regardais à nouveau le titre de. Bon, pardon, mais il n'y a pas que Google, et Google est très différent évidemment de Meta. Et puis alors, il y a encore d'autres réseaux sociaux qui sont encore très différents. Aujourd'hui, on va dire une des liaisons dangereuses, mais dans les liaisons dangereuses, il y a des questions souvent de vertu aussi. Alors, elle n'est pas toujours bafouée, parfois la vertu triomphe. Je pense que l'évolution que Meta fait de sa façon de régler la gestion des contenus, cette inflexion qui, semble-t-il, vient d'être donnée de façon très, très violente et un peu, pas par hasard, mais en fonction d'un calendrier politique américain, cette inflexion-là, elle est extrêmement importante pour aussi la place des médias dans le débat public. C'est vraiment d'autant plus le moment pour nous d'être extrêmement vigilants sur nos contenus, ce que l'on fait, comment on le fait, la déontologie, la capacité qu'on a à, au fond, défier la parole d'Hannah Arendt selon laquelle au XXe siècle, et encore plus forte raison au XXIe, un fait devient un objet de discussion. Nous, on a des rédactions, il y a 420 journalistes au Parisien, il y en a 220 aux Échos, il y en a 750 dans le groupe, il y en a beaucoup chez TF1 aussi, le groupe TF1, qui travaillent, qui ont une déontologie, voilà, et qui doivent fournir au débat démocratique ces éléments qu'on appelle, nous, les éléments du socle démocratique. Ça doit faire partie de choses autour desquelles on peut discuter. On peut ne pas être d'accord, mais les faits sont les faits. Moi, je suis très inquiet de cette évolution-là, qui a cours. La fin de la modération faite par des êtres humains, au passage, des centaines et des centaines de gens qui devaient s'infliger des spectacles monstrueux en réalité, puisqu'ils ôtaient des réseaux les choses les plus monstrueuses qu'ils voyaient. Bon, donc je pense qu'eux auraient mérité d'avoir un statut protecteur et même un traitement psychologique. Certains d'ailleurs ont parlé après avoir accompli ces missions pendant des années. Bon, il n'y en aura plus. Maintenant, c'est la modération par la foule. Je dirais que c'est presque un oxymore, quoi. Modéré par une foule, ça ne se voit pas très souvent. C'est tout le contraire. La théorie de la foule, c'est qu'elle n'est pas spécialement modérée et qu'au contraire, elle peut s'emporter, elle peut dériver comme un fleuve. Voilà, donc moi je pense que ça redonne une place très importante. Et donc dans ces liaisons-là, on va dépendre en partie de trafic, on va dépendre de réglages d'algorithmes, mais on aura aussi l'occasion de faire valoir notre singularité. Et c'est ça qui nous inspire, parce que Dieu sait que le métier n'est pas facile quand même dans la presse, on va dire, écrite, mais qui est une presse largement online aujourd'hui. Rien ne nous est épargné en fait en termes d'évolution du modèle, de difficultés, d'évolution de la pub, bon, de partage de la valeur. Mais ça au moins, rester ferme sur nos fondamentaux et se battre pour avoir les moyens de continuer à faire ce métier-là, je pense que c'est important. On a des actionnaires, pour une partie d'entre nous, qui sont assez puissants pour financer des transitions longues, y compris dans la difficulté économique. C'est important pour nous et ça nous donnera, je pense, toujours plus cette place-là dans ce monde dangereux dans lequel on évolue. Sébastien, oui. Ouais, et peut-être, enfin, je reviens sur la dimension, la caricature des entreprises californiennes. Je pense que sur ce point-là, revenir vraiment sur le rôle que jouent un certain nombre d'entreprises, et dans notre cas, c'est avant tout la démarche technologique, l'accompagnement technologique. Rodolphe en parlait, pour arriver à développer des outils qu'on peut donner à un certain nombre de rédactions, de partenaires qui permettent d'avancer. Ça va être aussi vrai dans le cadre de l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si vous avez essayé des outils comme Notebook LM aujourd'hui, où on peut mettre des PDF particulièrement complexes qui aident à prendre des décisions, des synthèses qui ne viennent absolument pas nous remplacer et qui viennent nous aider. Donc c'est d'abord des outils technologiques et ensuite sur le partage de la valeur sur une plateforme comme YouTube, de rappeler qu'elle est complètement au service de la création française. Plus de la moitié des revenus qui sont générés par chaque créateur sur YouTube est récupéré par les créateurs. Et donc c'est des Hugo Décrypte, c'est des Cyprien, c'est des Norman et des milliers de youtubeurs qui, à partir de là, ont recruté un certain nombre de personnes et développent des revenus. Et puis, évidemment, c'est une fluidité des usages. L'année 2024, avec cet exemple, par exemple, de Inoxtag, qui sort son film dans les salles de cinéma pendant une nuit, avec plusieurs centaines de milliers de billets vendus. Et ensuite, sur YouTube, a eu un grand succès sur TF1, qu'il a aussi distribué. Et on voit bien combien
usages sont fluides et vraiment l'importance de travailler ensemble sur ces différents modèles. Donc en cliché journalistique, on utilise le mot GAFA. Est-ce que quand on est le G de GAFA et qu'il y a des débats sur la régulation, l'évolution des cadres réglementaires, est-ce que si les pouvoirs publics ont la même approche, en fait, est-ce que ça dessert ou est-ce que ça complique la tâche d'un Google qui effectivement n'est pas aujourd'hui dans la même démarche ou logique d'un Facebook ou d'un X? Est-ce que c'est... Alors, je pense vraiment que GAFA correspond à des combats d'hier, sur des enjeux de souveraineté qui ont été dépassés. Je pense qu'il y a un vrai enjeu aujourd'hui sur des questions qui sont posées en termes de régulation, en termes de démocratie sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie question sur le rôle des plateformes et en effet ce qu'évoque Rodolphe en termes de parallèles, de régulation sur des usages qui sont de plus en plus similaires et ce que ça veut dire, et des enjeux d'information autour de la presse, sur l'information qui sont tout à fait spécifiques, sur lesquels les plateformes ont des rôles différents. Et de nouveau, dans GAFA, il n'y a pas les notions de nouveaux acteurs chinois, il n'y a pas d'autres dimensions. Et donc je pense que si on veut réussir ensemble à affronter les défis colossaux sur les changements qui sont en train de se faire, il faut bien nommer les problèmes et que plus on les nomme de façon spécifique, en partant de métiers, en partant d'usages, plus on arrivera à trouver des solutions sur la régulation, sur un partage de la valeur et sur des valeurs communes. Pierre ? Non, mais juste deux mots, parce qu'il y a des enjeux européens qui sont essentiels à souligner. On voit bien, d'ailleurs, les batailles aujourd'hui sont transatlantiques. D'ailleurs, il y a des grands acteurs qui laissent entendre qu'ils lancent un défi à l'Europe. Certains laissent entendre qu'ils ne vont pas forcément respecter. Bon, donc ça, c'est très important. Il y a aussi, pour moi, dans le sens de ce que Rodolphe mentionnait, je suis parfois fasciné, comme ça, bon, c'est facile d'être fasciné un peu de loin, mais par la différence, les asymétries des batailles, quoi. D'un côté, on a des milliardaires qui se lancent des batailles frontales et qui changent les règles du jeu. Ou quand on change les règles du jeu dans Meta, on change les règles du jeu de l'agora du monde, quoi. Il y a 3 milliards de personnes qui vont... Et nous, au même moment, on a des batailles homériques importantes, je n'en doute pas d'ailleurs, sur la numérotation des chaînes. C'est-à-dire qu'il y a quand même une espèce de chose qui est assez surprenante, c'est que, et c'est très important pour les acteurs, ça j'en doute pas un instant, mais parce que voilà un secteur qui est totalement réglementé, avec une autorité... Et de l'autre, c'est une décision d'une personne tout seul qui mais c'est décide. Ça. Tu as une autorité, une instance avec des fonctionnaires qui viennent de se déplacer de la courbe du fleuve dans le 15e à la courbe du fleuve dans le 12e maintenant, et qui sont très très bien, qui sont très sérieux, et qui font un job très important pour les acteurs de la télévision, qui aimeraient bien être plus influents dans la régulation, on va dire, des plateformes, mais ils ne peuvent pas l'être parce que ça échappe à leur contrôle. L'Europe essaie de le faire. On a quand même eu 4 règlements européens sur le domaine des médias et la liberté de la presse en 5 ans, ce qui est une production jamais connue. Il faut dire que l'Europe avait été un petit peu lente à la détente, j'aime à le rappeler. Il a fallu, je pense, 20 ans ou 21 ans après la naissance de Google pour qu'il y ait un premier sommet européen consacré au numérique. Ça rappelle un peu le cow-boy de Rantanplan, enfin plutôt Rantanplan et son cow-boy, quoi. Mais c'était, je connais ce cow-boy, voilà, à la fin de l'épisode, alors que l'épisode dure déjà depuis quand même une 50aine de pages, quoi. Voilà, on a mis du temps, maintenant l'Europe s'est réveillée, mais il reste encore ces batailles, encore une fois importantes, et ces réglementations très locales qui sont, au fond, une vraie asymétrie de pouvoir par rapport aux enjeux du monde. On a parlé de YouTube, on n'a pas parlé de TikTok. Est-ce que TikTok, pour un TF1, ça peut être un concurrent parce que ça capte du temps? Est-ce que ça peut être un concurrent demain? Et est-ce que pour les médias d'information généraux, quelqu'un disait tout à l'heure, c'était Corinne tout à l'heure, qui disait quand on a passé 2 heures sur TikTok, on a l'impression de s'être informé. Et après, je vous donnerai la parole, car je crois que vous avez dit que vous aviez un truc à nous annoncer, mais un mot sur TikTok. Vu de nous, TikTok, c'est un concurrent qui est vraiment très indirect et qu'on regarde de façon attentive, effectivement, mais assez distante. Pourquoi ? Parce que le métier du groupe TF1, mais ça nous est particulier, c'est le divertissement premium sur l'écran de télévision. Et donc, nous, ce qui nous concerne, c'est notre capacité à informer et à divertir de façon la mieux financée possible nos concitoyens sur l'écran de télévision avec de l'information de très grande qualité audiovisuelle et du divertissement avec des valeurs de production très élevées. De ce point de vue-là, TikTok, qui repose essentiellement sur smartphone, pour nous, c'est un concurrent qui est, comme tous les acteurs qui occupent le temps de divertissement des Français, il a un impact sur nous, mais c'est pas plus un concurrent que McDonald's de ce point de vue-là. Pour les groupes d'information. Oui, voilà, non, mais simplement parce qu'on avait mentionné au début, donc on voulait, et encore une fois, il a été beaucoup travaillé sur cette question aujourd'hui, mais on voulait confirmer donc l'Alliance pour la presse d'information générale et Google
avaient trouvé un accord pour renouveler leur accord. Donc on va renouveler l'accord qui avait été signé pour la rémunération des droits voisins. C'est un accord qui est très important à nos yeux, qui marque une progression, je pense, méthodologique. On a mieux identifié l'assiette, au fond, de ces droits. Donc il y a eu un travail qui était important mené dans le cadre un peu aussi des injonctions de l'autorité de la concurrence. Donc ça a profité à tous les acteurs de clarifier. Je pense que d'ailleurs les deux acteurs, la PIG et Google, aiment bien que les choses soient plus claires, soient plus transparentes, soient plus faciles à mesurer. C'est un accord qui arrive à échéance et qu'il fallait renouveler. Il fallait renouveler, mais qui aurait pu éventuellement ne pas être renouvelé. Donc le fait qu'il soit renouvelé, et encore une fois, ça a été en partie négocié par Philippe Carli, qui est là devant moi, quand il était président de la PIC. On a une présidence tournante. Je pense qu'on s'inscrit assez volontiers l'un dans la suite de l'autre. Et puis, aux origines, il y a eu plusieurs négociateurs avec Sébastien, qui lui a été dans la continuité. Et donc on est content parce qu'il y a plus de transparence, une augmentation de la rémunération, et surtout ça concerne l'intégralité des titres de cette famille. Donc il y a 300 titres, dont je rappelle souvent certains titres de la presse hebdomadaire régionale qui n'ont pas de directeur juridique. Donc ils ont bien besoin, parce qu'ils sont petits, ils ont bien besoin d'avoir un syndicat, un organisme collectif qui négocie. Donc je voulais remercier Sébastien et ses équipes, Faten et l'ensemble des équipes de Google, parce que c'est bien. Je trouve qu'on progresse, on renouvelle des accords, on les améliore, et ça augure encore une fois d'un avenir toujours meilleur. Et je dirais que c'est singulier quand même, parce qu'avec d'autres, ça n'est pas si facile de renouveler, ou même simplement de signer un premier accord depuis 2019. Pour cela, on n'est pas encore rentré dans le cadre légal. D'accord. Et c'est un accord qui du coup sera conclu pour combien de temps, celui-là ? Pour plusieurs années. Quand est-ce qu'on se retrouve pour dire qu'il a été à nouveau renouvelé alors ? Ouais, enfin, le point le plus important de ce qu'évoquait Pierre, enfin, c'est qu'on n'est pas là. La loi et la transposition a été faite en 2019, on est en 2025. C'est depuis 6 ans, on n'a pas à célébrer quelque chose qui existe depuis 6 ans. C'est évidemment très important. À chaque fois, on permet de clarifier un certain nombre de choses, de continuer à avancer. De mettre en avant le travail journalistique qui fait partie intégrante de ces accords et qui est particulièrement importante et sur lequel on est content d'avancer. L'élément de transparence et de faire en sorte que ce soit fait pour une classe d'éditeurs de presse, pour 300 titres, aussi est un rôle important que joue l'Alliance, qui s'assure que ce n'est pas à Google de définir pourquoi tel ou tel titre aurait des éléments, mais aurait plus ou moins, mais d'arriver à avoir des règles de répartition qui sont claires, qui sont définies avec l'Alliance et qui permet ce modèle de partage de façon claire et transparente et non discriminante pour tous les titres de presse. Donc c'est une excellente nouvelle et je me joins évidemment à Pierre pour remercier l'engagement des équipes qui ont permis de faire aboutir cet accord. D'accord. On n'aura pas d'éléments chiffrés, c'est transparent, mais vous ne direz pas combien ça représente ou... Oui. Enfin, tu sais, juste pour être tout à fait clair sur ce sujet-là, c'est un sujet de droit des affaires, puisqu'il y a aussi chacun des titres de presse sont en concurrence. Donc, à partir du moment où les règles sont transparentes, si Pierre donne ce chiffre, permet ensuite de pouvoir déterminer quels sont le trafic des autres titres de presse. Donc, ce n'est pas de la part de Google qu'on a des secrets particuliers, mais sur des accords avec l'industrie pour respecter, pour chacun des titres de presse, des informations qu'ils veulent garder aussi confidentielles, qui sont ensemble dans ces accords et dans cette signature, mais qui, au quotidien, sont aussi concurrents les uns avec les autres. Et on parle de montants qui sont significatifs. C'est important pour l'économie de la presse aujourd'hui d'avoir... C'est pas tout seul, c'est important. C'est très important. Je voulais remercier aussi Pierre Petillot et les équipes de l'Alliance pour la presse parce qu'ils travaillent en permanence sur ces sujets-là de façon très très engagée. Oui, c'est important. C'est important que la loi soit respectée et c'est important qu'effectivement il y ait cette rémunération qui vienne pour les éditeurs, parce que ça s'appelle droit voisin du droit d'auteur, c'est un droit voisin des éditeurs, en partie rétrocédé aux journalistes qui viennent aider à financer, encore une fois, ce socle démocratique qui est cette alliance de 300 titres dans le pays. Merci à tous les trois. Merci à toutes et à tous en ligne et sur place d'avoir suivi nos débats à la Maison de la Radio ce matin et ici à l'auditorium des Écoles Parisiens. Merci à tous et à l'année prochaine. Merci beaucoup. Merci.